Jeanne Loyer, bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice régionale du groupe Clinique Futur, c'est-à-dire que vous avez combien de cliniques vous avez à La Réunion? On doit en avoir une douzaine. Oui, plus vous êtes implanté à l'international également. Oui, tout à fait. Et les Réunionnais n'en ont pas conscience, mais ils ont à La Réunion un groupe hospitalier important, privé, mais très important, qui a été monté à l'époque par Michel Delefly, et qui aujourd'hui a pris une importance que nous-mêmes, parfois, on ne réalise pas vraiment. Tout à fait, d'autant qu'il y a cette particularité de M. Delefly qui c'est un réinvestissement en permanence sur l'île en elle-même et puis sur l'océan Indien. Combien d'emplois? On est 2000, il y a aussi Mayotte. Oui, on en parlera tout à l'heure, parce Voilà, que vous revenez de Mayotte. Il y a aussi la métropole, et puis l'Afrique. L'Afrique au Tchad. Au Tchad, donc je veux dire, c'est quand même un groupe international basé à La Réunion, créé à La Réunion, et les Réunionnais l'ignorent pour beaucoup. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que la dialyse fait la une de l'actualité. Le GIR en parle très régulièrement, et aujourd'hui dans le quotidien, on a un dossier sur 2 pages avec d'un côté une intervention de M. Gruson, qui était l'ancien directeur du CHU, et la réponse de Mme Fanine de l'ORAR. Et il se trouve que vous, Clinique Futur, vous n'intervenez pas dans ce débat dans la presse, mais vous êtes également concerné parce que vous êtes un acteur important dans la dialyse à La Réunion. Est-ce qu'on peut faire un bilan de la dialyse? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Je peux vous répondre en ce qui nous concernera bien sûr, puisque nous avons effectivement à ce jour, on a au total plus de 650 dialysés entre La Réunion et Mayotte, puisqu'on existe aussi sur Mayotte avec le groupe Clinique Futur. Et on a une particularité aussi où on n'exerce que la modalité de lourd. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails puisque c'est de la dialyse, donc vous avez 3 modalités, du lourd, de l'unité de dialyse médicalisée qui s'appelle l'UDM, ça tombe très bien pour ceux qui n'arrivent pas à vraiment synthétiser, et la dialyse autodialyse. Et puis vous avez la DP, la dialyse péritonéale. Et effectivement, je suis aussi d'accord avec vous, je pense que pour le commun des mortels, c'est pas assez explicite. Lorsqu'on lit les articles. On parle de la dialyse, mais en fait, il y a plusieurs dialyses. Mais il y a plusieurs modalités de dialyse. Et nous, en tout cas, en tant que groupe Clinique Futur, jusqu'à le mois de janvier, nous n'exerçons que sur du lourd, puisque nous sommes lit de repli. Et nous récupérons donc tous les patients qui sont autodialysés de tous les centres de l'île et de Mayotte. Et les fistules sont faites chez nous au bloc opératoire. C'est notre particularité. Les fistules, c'est la piqûre qu'on se fait dans le bras, c'est ça? Oui. Alors là, parce que je suis pas non plus, je vais pas rentrer dans du médical, mais c'est qu'il y a un shunt entre la veine et l'artère. Et lorsque le patient est dialysé, on le pique 3 fois par semaine dans cette veine, mais c'est plus une veine, puisque ça devient un shunt. Et il est dialysé, et donc il faut que ce soit costaud, puisque c'est piqué 3 fois par semaine, avec pendant 4 heures une dialyse où on lave le sang avec un générateur qui s'appelle le générateur. Et c'est assez contraignant. En fait, on récupère le sang, on le filtre et on le remet, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, le rein ne peut plus effectuer cette opération. Oui, il ne peut plus effectuer cette opération, et en plus, le patient n'urine plus aussi. Donc, du coup, il peut s'intoxiquer avec son sang. Et il peut tenir, en gros, on va, nous, en tout cas, on considère que c'est 24 heures via 3 jours. Et ainsi, effectivement, c'est du chronique. Et au-delà, c'est la mort. Si jamais il n'est pas autodialysé. Oui, il s'intoxique, oui, effectivement. C'est les risques que l'on voit sur Mayotte actuellement et où les gens sont très inquiets parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se faire dialyser, qui ne peuvent pas circuler ou qui ont des difficultés à circuler. Et ils risquent leur vie, quoi, en fait. Il faut quand même en être conscient. Nous en avons 3 ou 4. Et c'est vrai qu'on est sur le front depuis bien 4 semaines. Je pense on y reviendra parce que on va rester sur. Déjà, c'est assez compliqué comme ça. Encore une fois, pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'à La Réunion, il y a autant de dialysés? On dit qu'il y en a 3 fois plus qu'en métropole. Pourquoi? Alors, c'est pas qu'à La Réunion. Moi, avec mon regard, je suis pas médecin, je le répète, mais avec des prévalences, et que ce soit La Réunion, Maurice, pareil Mayotte, et puis bon, on ne parle pas des Comores. Je pense qu'il y a une espèce de génétique. Il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a la nourriture,
il y a l'hérédité, et effectivement, on a une prévalence qui est beaucoup plus importante, voire fait- 20% par rapport à la métropole. Le fait qu'on mange beaucoup de sucre, ça joue. Il y a le sucre et il y a l'alimentation en elle-même. Et il y a aussi une génétique suivante. D'accord. Et on a vu qu'il y avait donc 4 types de dialyse. Vous seriez donc plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle la dialyse lourde. Oui. Nous, notre particularité, c'est de faire de la dialyse lourde. Et on appelle ça lit de repli, c'est-à-dire que tous les patients, à un moment donné, vont venir chez nous pour d'abord créer une fistule pour pouvoir dialyser, et ensuite repartiront dans les centres d'autodialyse, parce qu'on a aussi de l'autodialyse, il n'est pas forcément lourd. Et par exemple, si la fistule est bouchée aussi, on va la déboucher au bloc opératoire. Et on peut dire que souvent ceux qui subissent d'autres types de dialyse, souvent, malheureusement, au final, atterrissent chez vous parce que quand ça s'aggrave, voilà, c'est vous qui quand ça s'aggrave, on n'y peut rien, ça ne s'invente pas. Vous avez des bilans à l'appui avec des stades 4 et des stades 5. Et effectivement, on ne peut que dialyser pour pouvoir avoir la survie. Comment se fait-il que le secteur public, a priori, dans l'esprit des gens, encore une fois, quand on pense hospitalisation, on pense CHU, comment se fait-il que le secteur public soit aussi peu présent dans toutes ces activités ? Je vais encore parler de mon expérience. La dialyse a toujours été ainsi. C'est une spécificité à part entière. Ça n'a jamais vraiment été un développement pour l'hôpital, si ce n'est une partie pour de la greffe. C'est souvent la greffe. Ce qui se passe chez nous, par exemple, le CHU est vraiment identifié pour la greffe rénale. Et par exemple, je sais qu'ils font de la dialyse aussi pour les enfants. C'est très spécifique. Mais ensuite, effectivement, ils n'ont que 10 postes pour de la dialyse lourde. Donc, c'est pas non plus en soi. Ce qui est incompréhensible parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus rentable. Alors, comment ça fait que la direction n'en fasse pas de plus alors que c'est ce qui pourrait leur permettre de rapporter de plus et d'engranger un peu de choses? On sait qu'ils en ont besoin. Non, c'est d'abord une organisation qui est assez spécifique, qui demande une chronicité, une régularité, et on travaille toujours dans l'urgence. Et puis, les néphrologues, ça a toujours été pour soit des associations ou soit des cliniques privées. Je ne vais pas vous demander de commenter parce que je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux, mais est-ce que le fait que le compagnon de la directrice de l'ORAR soit lui-même directeur adjoint du CHU n'est pas pour quelque chose dans cette volonté du CHU de ne pas aller concurrencer l'ORAR? Ah, vous vouliez venir à là. C'est pour ça que je ne comprenais pas votre question. Écoutez, non, ça m'a jamais effleuré. C'est ce que les mauvaises langues disent. Non, ça existait déjà, puisque moi-même j'étais au tout début à l'hôpital il y a 30 ans. Et effectivement, il n'y avait que 20 postes de dialyse, qui maintenant, il me semble qu'ils ont que 16, puisqu'ils ont prôné pour pouvoir faire de la pédiatrie. Donc, la pédiatrie dialyse, bien sûr. C'est les seuls qui font ça à La Réunion. Comment est-ce que vous analysez ce déballage médiatique qu'il y a avec l'éditorial de Jacques Tillier tous les samedis matins, quasiment, qui revient sur le sujet, et que, à travers l'ORAR, c'est en fait le secteur de la dialyse qui se retrouve devant l'actualité. Alors, il est vrai que jusqu'à maintenant, vous êtes assez épargné, on parle beaucoup de l'ORAR, on ne parle pas de clinique future, mais est-ce que c'est simple pour le secteur que l'on parle autant de la dialyse? Non, c'est pas simple. Oui, non, c'est pas simple du tout parce que dans un langage commun, il faut à un moment donné donner des précisions. Je le disais tout à l'heure, le commun des mortels n'est pas forcément au courant de la spécificité en tant que telle, puisque là, vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer pour vous dire qu'effectivement, nous, on fait de la dialyse lourde, et on fait de la chirurgie, on assume les fistules, etc. Après, j'ai pas de comparaison puisque ce sont des collaborateurs, puisque nous récupérons quand même des patients qui viendront dans nos centres après hospitalisation et qui repartent ensuite dans leur centre associatif. Nous avons toujours travaillé en collaboration puisqu'il y avait une partie qui était faite et assumée en autodialyse, ce que nous ne faisons pas.
En fait, vous n'êtes pas vraiment concurrents, vous êtes plutôt complémentaires. Oui, on est complètement complémentaires. Ensuite, je ne vais pas, moi, me poser des questions qui ne me regardent pas. Et par contre, effectivement, nous allons devoir aussi, nous, donner des explications afin d'assainir chaque portée sur l'information donnée et puis répondre aussi aux patients qui, de plus en plus, effectivement... Alors, vous êtes complémentaires, mais quand même, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence quand même qui s'opère? Comment est-ce que vous vivez le fait que l'ORAR soit une association qui donc ne paye pas d'impôts, alors que vous êtes une société, que vous en payez, que l'ORAR bénéficie du CICE, par exemple, c'est une révélation du GIE la semaine dernière. Est-ce que vous avez bénéficié du CICE? Nous, on bénéficie du CICE, mais on paye nos impôts. Donc, c'est calculé en fonction de la masse salariale, bien sûr, et en fonction, après, des actions que vous faites. Dans l'année, par exemple, acheter du matériel pour soulager le personnel, les porte-patients, les porte-malades, faire des séances de kiné, etc. Donc, tout ça va rentrer dans le CICE. Nous sommes privés, donc on travaille, on est une boîte privée, on déclare nos impôts, et pour moi, c'est pas curieux, c'est quelque chose qui est normal. Et est-ce que toutes les aides dont bénéficie l'ORAR, vous en bénéficiez également? Moi, j'ai pas, vous m'aviez attrapé au vol, je viens d'arriver ce matin, bien sûr, avec mon gros souci de Mayotte, puisque quand même, je pense à mes équipes, très soucieuses d'ailleurs de ce qui se passe, mais Vous ne pouvez pas m'en dire plus pour le moment? Non. D'accord. On parle de Mayotte, restons-y. Donc vous avez un centre de dialyse là-bas. Vous avez des problèmes avec vos malades qui ont du mal à arriver jusqu'à vos centres de dialyse. Quelle est la situation réelle sur le terrain aujourd'hui? La situation réelle est très dure. J'ai mon personnel qui dort dans les centres depuis 2 semaines pour ne pas refaire la route et être Okay. attaqué, puisque j'ai 2 infirmières qui ont été attaquées, qui sont arrêtées. J'ai des démissions. Par exemple, la secrétaire, depuis 2 semaines, nous aide à servir les repas, par exemple. Les surveillants font infirmiers. On a dû affréter une barge pour que le médecin puisse aller voir les patients du Sud. On a dû travailler avec le SAMU, puisque le SAMU nous permet d'emmener le matériel dans son camion du SAMU, puisqu'on n'avait pas d'apport, d'autorisation. On travaille beaucoup en relation avec l'hôpital aussi, le CHN, qui lui explose aussi, bien sûr. Et pour dire vrai, je suis en flux tendu depuis 2 semaines. On est en crise, on est en situation de crise. Mais on se voit quand même depuis quelque temps. Je me souviens qu'il y a 6 mois de ça, vous disiez que vous étiez déjà en crise. La situation, l'insécurité, quand on parle d'insécurité à La Réunion, on ne réussit pas à mesurer ce qui se passe réellement. Quel est le quotidien à Mayotte, même hors événement actuel? C'est quoi la vie à Mayotte? Moi, je veux parler pour moi encore une fois, puisque je ne vais pas parler pour les autres. En tout cas, on ne sort pas le soir quand je vais voir mes centres. On s'organise pour être accompagné systématiquement à partir de 19h. Là encore une fois, j'ai un infirmier qui est enceinte et qui vient d'être attaquée alors qu'on voyait bien qu'elle avait un ventre bien rond et qu'elle attendait un bébé. Moi, je déplore ces actes, je déplore ces attitudes non réfléchies et attaquantes pour rien. Et nous sommes là, nous, pour assurer des soins. En gros, on est peut-être privé, mais réellement, on fait de la santé publique, parce qu'on a quand même 60% de Comoriens. Et l'idée, je le répète, puisque je prône, je reviens du ministère d'hier, et était pourquoi pas proposer des centres aussi aux Comores. Oui, c'est l'idée. L'idée, c'est de développer les Comores pour éviter qu'ils aient besoin de venir. Surtout si on va vers un hôpital qui serait extra-territorialisé. S'ils ont un hôpital aux Comores, ils vont rester aux Comores pour se faire soigner là-bas. Ils n'ont plus intérêt à venir à Mayotte et à prendre des risques pour leur vie en prenant la place à quoi ça. Oui. Donc la solution, et tout le monde est d'accord là-dessus, mais personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, ce serait effectivement de développer les Comores. Oui. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est la corruption. C'est-à-dire que quand on met
100 millions aux Comores, combien vont réellement au développement des Comores? Ça, c'est un autre problème. Malheureusement, c'est ce qui fait que souvent, les États hésitent à investir parce qu'on ne sait jamais où passe l'argent, quoi. Mais est-ce que vous avez des difficultés, par exemple, à trouver des employés pour aller travailler à Mayotte aujourd'hui? Ah mais complètement, complètement. On est là. Vous les payez plus cher pourtant. Alors oui, on est obligé de les payer plus cher. D'abord, on doit s'aligner aussi par rapport à l'hôpital puisqu'on est de proximité. On va aussi les loger, ce qu'on ne fait pas ici. On va, par exemple, pour le transport, on va assurer aussi le transport, l'alimentation. C'est un panel beaucoup plus important que ce qu'on a à La Réunion. Et on est au-delà. Et puis, j'ai toutes mes équipes qui, comme moi d'ailleurs, où on est en permanence à aller sur Mayotte en transfert avion, parce qu'on n'a pas le choix. Et malgré tout ça, vous ne trouvez pas de personnel pour y aller? Vous êtes Non, on est très, très, très juste. Là, je viens d'en envoyer encore 2 de La Réunion, mais on est ric-rac, puisqu'on vient aussi d'avoir 3 démissions. Les gens ont peur, ils s'en vont. Oui, c'est ça. Là, par exemple, je vais pas avoir de pharmacien à partir du mois d'avril. Et c'est pas faute de chercher, de proposer. J'ai un néphrologue qui est venu avec ses 3 enfants. Il est venu, il a fait 2 mois, il a dit je repars, je peux pas. Il a trop peur. C'est important d'en parler parce que je veux dire, les Réunionnais n'ont peut-être pas suffisamment conscience de ce qui se passe là-bas et de la vie vraiment au quotidien. Moi, pour y être allé quelques fois, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir tous ces appartements avec des barbelés sur les terrasses. Où tout le monde est barricadé, où on ne sort pas, où on vous explique qu'il ne faut pas se garer à tel endroit parce que là on est sûr que sa voiture va être cassée. C'est une vie totalement différente de celle de La Réunion et on est à côté, on n'en a pas conscience. Oui, c'est vraiment souligné puisque nous avons en plus des frais à rajouter. On loue des maisons pour les médecins, pour le personnel, on a des appartements. Avec effectivement impressionnant. Je donne un exemple, par exemple la télé, vous avez une grosse chaîne avec des anneaux pour tenir une télé dans la maison, alors que la maison elle-même est déjà barricadée avec des barbelés, etc. et sécurisée. On a des caméras de partout aussi. Alors ça marche pas mal les caméras parce qu'on peut retrouver lorsqu'il y a des attaques, ça permet aussi d'anticiper, mais ça reste très fragile. Puisque là, depuis 2 semaines, mon personnel me demande carrément de dormir sur place pour ne pas... Comment ils le vivent? Ils le vivent... ils sont... C'est quand même très dur d'être séparé de sa famille, ça fait déjà même 15 jours. Alors on a quand même, parce que mon but c'est d'avoir aussi du personnel de Mayotte. Donc on a à peu près 40% du personnel de Mayotte. Et quand on voit que les Mahorais eux-mêmes disent on a peur et ils ne nous laissent même pas passer nous, là on s'interroge, on se pose des questions, on se dit il y a quand même un problème. Pour revenir à votre dialysé et faire la boucle avec ce qu'on disait au tout début, ils sont chez eux, ils doivent aller vers les centres de dialyse, ils réussissent à passer au barrage, ça se passe bien quand même pour eux? Les patients? Oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, on a essayé on a travaillé avec le CHM de Mayotte pour bénéficier d'un transfert avec le bateau. Puisque en interne on passe pas, il y a les barrages. Les routes sont barrées toutes. Et puis on a joué aussi avec le SAMU. Donc le SAMU remplit 3-4 patients et on essaie de passer. Voilà comment est-ce qu'on jongle. À ce jour, je crois que j'ai 3 patients qui ne sont pas rentrés. D'accord. Vous êtes inquiète? Oui, je suis inquiète et je ne sais plus à qui m'adresser. Et pour être franche, oui, je suis inquiète. Très bien. Merci Madame Boyer. De rien.